Excellent, c'est lancé. Alors là maintenant, il est maintenant diffusé. Voilà, c'est lancé sur Facebook. De toute façon, c'est Madame Asma Farah qui sera l'animatrice, qui sera la modératrice de cette session-là. Je vous laisse le micro, Farah. Merci Excellente beaucoup, session. Sirossi. Bonjour tout le monde. Au nom de l'équipe Club des dirigeants, on remercie toutes les personnes qui sont présentes avec nous au niveau soit qui nous suivent sur Zoom ou au niveau de Facebook. Aujourd'hui, la série des webinaires des clubs des dirigeants continue dans une optique de partage, dans une optique d'apprentissage. Et aujourd'hui, on va discuter une thématique très importante autour de la politique. Donc, quelle politique économique post-crise sanitaire à adopter? Pour discuter ce point, nous avons avec nous M. Abdeltif Bernoussi, qu'on remercie en nom du club d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Abdeltif Bernoussi, c'est un expert comptable, économiste. Il est aussi associé fondateur chez Moore Bernoussi. Je réitère nos remerciements. Juste à titre de rappel, ce qu'on va faire, c'est plus une présentation de la thématique et bien sûr, n'hésitez pas à partager avec nous tous vos besoins ou questions ou interactions parce que le plus important, c'est de sortir de ce webinaire avec des apprentissages, avec des techniques et des informations qu'on adoptera chez notre communauté, chez notre société. Merci encore, c'est Abdeltif, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Farah. Merci au club des dirigeants et à son président, c'est Driss Dreif, de me faire l'honneur de partager avec vous une modeste contribution à la réflexion sur ce que sera ou devrait être la politique économique du Maroc au lendemain de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Vous avez bien dit, nous parlons de partage et d'apprentissage. C'est bien sous cet angle-là que je vais traiter le sujet de quelle politique économique post-crise sanitaire. C'est un sujet d'ordre économique par excellence, mais c'est, comme vous allez le constater, c'est un sujet que je vais également traiter en abordant d'autres questions d'ordre politique, d'ordre éthique, d'ordre spirituel, parce que je considère que la politique économique n'est pas une fin en soi. La politique économique, c'est quelque chose qui est au service de l'individu, au service du bien-être de l'individu. In fine, c'est son objectif, c'est de rendre service à la population d'un pays. Alors, mon propos sera subdivisé en 3 parties, grosso modo. Une première partie concernera l'environnement mondial du Maroc. Quelles sont les grandes tendances et quels sont les grands défis qui se posent aujourd'hui dans le monde? Nous faisons partie de ce monde-là et donc nous subissons, nous avons une interaction avec ce monde et nous subissons par conséquent ce qui s'y passe. En deuxième partie, je vais parler de la pandémie et particulièrement de son impact sur la population et sur l'économie. Et dans une troisième partie, on va aborder la question au Maroc, la préparation sur du plan économique après la crise. Alors, première partie, le monde avant la pandémie. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y aura un monde avant la pandémie et un autre monde après la pandémie. Il y aura un avant et un après. Alors, les principales tendances qui caractérisent le monde avant Covid-19 pourraient être rappelées brièvement comme suit. À quoi nous assistons? Nous assistons d'abord à un monde qui s'est globalisé, tant au plan social à travers les réseaux sociaux, Internet, etc., qu'au plan économique. Et sur ce dernier plan, la globalisation s'est faite à l'aune d'un capitalisme libéral débridé, pour ne pas dire sauvage, et qui plus est devenu
pratiquement le seul mode opératoire de toutes les économies, qu'elles soient d'Est ou d'Ouest, de Nord ou de Sud. Une des conséquences de cette course effrénée au profit s'est faite au détriment, entre autres, des équilibres écologiques majeurs qui régissent la planète depuis des dizaines de siècles, aboutissant ainsi à un désastre écologique gravissime et qui se manifeste notamment à travers le réchauffement climatique, la pollution des océans, la fonte des glaciers, des phénomènes naturels extrêmes, les incendies, les inondations, etc. Troisièmement, une démographie très forte dans l'hémisphère sud en particulier, induisant de graves déséquilibres entre les besoins de ces populations et les ressources qu'offre la planète et qui sont limitées. Autre point, ce sont les crises migratoires aiguës qui mettent en péril chaque année des dizaines ou des centaines, voire des milliers d'âmes humaines et qui, nous sommes bien placés pour le savoir, avec le détroit à côté. Autre point, autre caractéristique, l'aggravation des inégalités, aussi bien à l'échelle de la planète, où on considère que 1% de la population accapare le quart de la croissance mondiale. Et des inégalités également à l'intérieur de chaque pays, et bien sûr, chez nous, il en est de même. On observe également une interdépendance forte et croissante au niveau de la planète, en ce sens que tous les pays sont devenus, toutes les régions sont devenues interdépendants, mais dans un rapport de force et de compétition. Ce n'est pas une interdépendance vertueuse, donc qui se ferait dans la paix et la solidarité, mais une interdépendance féroce, je dirais, parce qu'elle est dictée par des intérêts, des sauvegardes d'intérêts, parfois de manière violente. Autre caractéristique, ce mouvement contradictoire entre une mondialisation économique qui a imposé la libre circulation des capitaux et des marchandises et un repli identitaire frileux lorsqu'il s'agit de la libre circulation des individus. Autre point qu'on observe un petit peu partout, c'est la défiance vis-à-vis de la classe politique et du politique en général, mettant en question le système démocratique lui-même, avec comme conséquence la montée des populismes et les restrictions des libertés. Autre point, des guerres commerciales déclarées ou larvées entre puissances économiques, et plus particulièrement entre la Chine et les États-Unis d'Amérique pour le leadership mondial. Autre point, je cite ces points-là un petit peu dans le désordre, ce sont les grandes tendances qui caractérisent aujourd'hui notre monde d'aujourd'hui et qui, d'une manière ou d'une autre, impactent notre pays sur le plan économique et social. Il y a donc la spéculation sur les matières premières et sur les monnaies. Et parfois, ces spéculations, en agissant sur les prix des matières premières en particulier, mettent à genoux des pays ce qu'on appelait avant le tiers-monde. Autre point, qui me paraît être extrêmement important, c'est l'étirement du système éducatif entre une élite qui est appelée à gérer la machine économique et à faire respecter le paradigme dominant au profit d'intérêts financiers supranationaux et la masse des populations cantonnées à des fonctions basiques d'exécution qui sont noyées dans un flot d'images empêchant toute profondeur de réflexion et muselant tout esprit critique. Et comme corollaire à cette situation-là, on observe ce phénomène qui consiste à noyer la jeunesse dans des jeux vidéo, paralysant la réflexion, l'esprit d'analyse et faisant la promotion de la violence gratuite et un individualisme effréné. Autre point, c'est l'effondrement des valeurs éthiques
universelles, ces valeurs de compassion, d'empathie, de paix, de partage et d'amour. Toujours dans ces caractéristiques observables au niveau mondial, le développement considérable des biotechnologies et du traitement massif des données, les big data, qui posent, chemin faisant, de graves questionnements au plan éthique. Et là, on peut rappeler cette citation du philosophe Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Autre point, la dictature du court terme, de l'instantané, privilégiant les intérêts immédiats et négligeant les décisions stratégiques qui, elles, ont un impact à long terme sur les générations futures et qui ne sont pas prises au bon moment. Enfin, le fanatisme religieux qui sème la haine et cherche à terroriser les populations par des massacres aveugles. Évidemment, comme vous pouvez le constater, c'est un tableau bien sombre, mais hélas bien réel. Cependant, face à un Goliath dominateur et prédateur, se lève un David de plus en plus fort, de plus en plus soutenu, pour dénoncer et pousser à corriger les dérives imposées par la financiarisation de l'économie. Ceci est observable à travers quelques exemples que je vais citer, ou à travers quelques phénomènes que l'on peut constater également à l'échelle mondiale. 1. La prise de conscience de plus en plus forte et répandue des dangers qui menacent les équilibres de la nature, de l'aliénation que provoque une mauvaise utilisation des nouvelles technologies sur le plan éthique, sur le plan des libertés, et sur la manipulation toujours possible à travers les réseaux sociaux. Deuxième point, on observe également un essor de la recherche et développement en matière d'énergie renouvelable afin de limiter le recours aux énergies fossiles qui sont fort polluantes. Et à cet égard, je pense que le Maroc peut se targuer d'être pionnier ou parmi les pionniers dans ce domaine, puisque valeur aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, nous sommes déjà à 40% d'énergie renouvelable dans le pays. Troisième point, des mouvements de plus en plus structurés tentent de peser sur les décideurs politiques afin de limiter les actions nocives au climat. Quatrième point, essor de thérapies, d'exercices, de rencontres pour améliorer le développement personnel ainsi que les soins dédiés au corps et aux âmes. Cinquième point, des appels lancés par-ci par-là à refaire de l'homme le centre de préoccupations politiques, économiques, sociales et éthiques. Sixième point, recherche intuitive du sacré afin de donner du sens à la vie, aux décisions et aux actions, y compris dans le quotidien. Et ceci dans l'espérance, dans l'espoir d'une énergie réparatrice, motivante et rassurante. Septième point, retour à l'essentiel. Je crois que c'est un des enseignements majeurs de cette crise sanitaire. Retour à l'essentiel en empêchant que l'abondance de l'offre de produits et services marchands par rapport à la demande ne se fasse au détriment de la santé des populations et de l'équilibre biologique de la planète, en prenant le développement de l'économie circulaire, du biomimétisme, de l'économie verte et de l'économie solidaire. Huitième point, des appels, des travaux visant à relire les textes sacrés à l'aune des valeurs fondamentales qui en constituent le socle, en termes de justice, d'égalité des êtres, de compassion, de partage et d'amour. Comme vous pouvez le constater, malheureusement, j'ai cité
16 caractéristiques négatives de notre monde et seulement 8 positives, car telle est la réalité du monde avant la COVID-19. À présent, on va parler de la pandémie. Il m'a paru utile de planter hors le décor planétaire dans lequel a surgi un virus qui s'est avéré lui aussi planétaire. Il ne me paraît pas important de tergiverser sur l'origine de ce virus, ni de discuter les théories de complotistes, ceci, cela. Je pense que ça n'a pas d'importance pour le sujet que nous traitons. Le virus est là, il est arrivé, la pandémie est arrivée, elle a eu lieu brutalement, elle a été fulgurante, tueuse, sans distinction, ni de territoire, ni de race, ni de religion, ni de statut social. Donc nous sommes dans le planétaire. Ces caractéristiques ont été rappelées dans la première partie et à présent voyons les conséquences du virus également planétaire. Ainsi, à ce jour, des millions de personnes ont été contaminées et à peu près 400 000 personnes sont décédées des suites de la pandémie. C'est un virus planétaire qui a confiné les 3/4 de l'humanité et arrêté net l'économie mondiale. C'est une première. Il y a eu des crises dans l'histoire, 1929, plus récemment 2008, etc. Mais pour arrêter l'économie mondiale et d'un seul coup, en l'espace de quelques semaines, c'est une véritable première. Et cet impact, nous sommes en train de constater aujourd'hui les réactions dans les différents pays. En Europe, c'est une récession d'environ 11 à 12%. Au Maroc, elle est estimée à 8% d'après le HCP. Espérons qu'elle sera le plus limitée possible. Cette pandémie et sa propagation fulgurante a mis à jour l'extrême mobilité des individus d'un continent à l'autre. C'est ce qui a fait qu'elle a été si rapide dans sa progression. Elle a également démontré l'interdépendance des économies, dont l'ampleur a été l'une des conséquences de la globalisation des marchés. Les chaînes de valeur industrielles, on le constate à l'aune de cette épidémie, sont fragmentées entre plusieurs États, plusieurs pays. Et quand on dit que la chaîne de valeur est fragmentée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un même produit, les différentes composantes sont fabriquées dans différents pays, parfois dans différents continents. Et pour rassembler ces pièces au dernier stade, dans un lieu unique, eh bien, ça suppose évidemment de transporter ces pièces. Et nous savons que le transport, quel que soit le mode de transport, par camion, par bateau ou par avion, est générateur de pollution atmosphérique et de réchauffement climatique. Donc, le fait de vouloir optimiser au maximum le coût de fabrication, eh bien, cela se fait au détriment de l'équilibre biologique de la planète. L'épidémie a également démontré la fragilité des États quant à leur souveraineté en termes de produits stratégiques et notamment pour les médicaments. L'Europe a pris conscience que fabriquer 80% de ses besoins en médicaments en Chine pouvait lui être fatal en cas de problème urgent ou de problème politique.
Ainsi, le libéralisme à outrance et l'optimisation forcenée des coûts dictés par les lois du marché qui ignorent les frontières et privilégient les flux tendus, et en même temps, c'est la tension qui se propage. Les flux tendus de marchandises a conduit donc à cette fragmentation supranationale des chaînes de production au détriment de la sauvegarde et de la préservation des mécanismes de réponse rapides et autonomes face à des crises sociales ou sanitaires. Et pour ceux qui prônent la nécessité urgente et impérieuse d'une prise de conscience des dangers qu'encourt l'humanité dans sa course folle au gain à court terme, la pandémie a eu surtout cet impact formidable de ramener les individus, tous âges et tous niveaux sociaux confondus, à se confiner, c'est-à-dire à stopper net leur course effrénée et à prendre le temps dans un espace limité, prendre le temps d'une introspection sur son mode de vie personnel, sur ses motivations, sur le sens qu'on peut donner à sa vie, sur nos relations aux autres, sur nos obligations de citoyens dans le monde et sur notre dette vis-à-vis de la nature. La pandémie a eu cet effet colossal de faire se retirer du brouhaha quotidien des milliards d'individus. À l'instar des retraites spirituelles prônées par quasiment toutes les traditions spirituelles de par le monde, et dont l'objectif justement est ce retour vers soi pour mieux se connaître et mieux s'insérer dans le monde, dans le respect et en harmonie avec les autres règnes, pas seulement le règne humain, mais également le règne minéral, végétal et animal. Voilà où on en est. Donc, dans un monde globalisé, polluant, dangereux pour tous les règnes, une pandémie qui est venue arrêter net la marche du monde. Et aujourd'hui, le Maroc, qui en a aussi subi les conséquences, se pose la question de son devenir économique, comment gérer la crise, comment en sortir avec le moins de dégâts possible. Moi, je dirais d'abord que face à l'épidémie, nos dirigeants ont assuré une bonne gestion de la crise d'une manière générale. Et ceci a été reconnu par tous. C'est incontestable et il faut s'en féliciter et les résultats sont là. Le Maroc finalement a été, sur le plan sanitaire, j'entends, très peu touché. Du coup, et sur ce plan-là en particulier, la confiance est revenue. Confiance dans les institutions est revenue. Ce point est fondamental, car il va conditionner impérativement la suite du processus de réparation de ce qui s'est passé au plan économique. Ce succès est dû, pour une grande partie, à notre système de gouvernance piloté par la monarchie, car il dispose de deux atouts majeurs. Premier atout, c'est le temps long en matière de décision. En ce sens que le système monarchique n'est pas assujetti aux échéances électorales qui caractérisent les systèmes républicains présidentiels. Donc,
les décisions peuvent être projetées dans le long terme sans crainte de perdre le pouvoir. Ça, c'est un atout majeur et important. Le deuxième atout, c'est la rapidité, voire l'instantanéité de la prise de décision dans l'urgence. Nous avons tous pu l'observer. À partir de la mi-mars, donc, les décisions tombaient à raison de plusieurs décisions majeures par jour. Et ça a été un élément capital dans le fait de contenir le virus et de réduire son impact. Comme corollaire à ces atouts que je viens de citer, s'est ajoutée cette spécificité marocaine que je n'ai pas observée ailleurs, on n'en a pas eu écho ailleurs à travers les chaînes de télévision qu'on a pu regarder dans différents pays, différents États, etc. Et qui a consisté à collecter en un temps record, probablement 2 semaines, quelques 33 milliards de dirhams, dès lors que le là a été donné par la holding royale. Outre les grands groupes et les institutionnels, beaucoup de particuliers ont contribué dans un élan de générosité patriotique, comme les Marocains ont donné la preuve, beaucoup de particuliers ont contribué aussi, comme les Marocains savent en donner la preuve tout au long de l'histoire. Ces ressources exceptionnelles ont permis de répondre efficacement et en un temps record à la panne sèche subie dans le revenu par des millions de Marocains. Cette pandémie nous a permis surtout d'avoir aujourd'hui une cartographie claire et précise de la population démunie, population précaire, et de celles qui opèrent dans l'informel de subsistance. Elle a montré également que grâce au téléphone mobile, dont pratiquement tous les Marocains disposent, il était possible d'établir des vecteurs de communication économique et d'identification des besoins, prouvant ainsi que le Maroc peut sauter des étapes dans le domaine de l'usage des nouveaux outils technologiques. Cette pandémie a aussi été l'occasion pour donner un coup de fouet à l'imagination créatrice et à l'audace dans le changement. Nous avons vu des dizaines d'ateliers de textile changer de métier du jour au lendemain. Et je cite évidemment l'exemple des masques. Mais on a vu également une ingéniosité de nos ingénieurs et qui ont pu mettre au point les respirateurs made in Morocco. Cette pandémie a montré que le Maroc dispose de compétences médicales lesquelles, malgré le peu de moyens disponibles, ces compétences ont été à la hauteur des responsabilités et ont lutté efficacement contre l'épidémie, ce qui a suscité l'admiration aussi bien nationale qu'internationale. Et on ne peut pas ne pas citer, ne pas rappeler cet énorme élan de solidarité qui a parcouru tout le pays, d'autant plus qu'il a coïncidé avec le mois de Ramadan, et où on a assisté à une belle démonstration de générosité des individus, des institutionnels, des entreprises. Tous ont contribué, parfois juste au niveau de la cellule familiale, préparer quelques petits paniers de choses et d'autres, et 40, 50 dans la semaine, et les distribuer.
Pour finir avec l'impact de la pandémie, et pour être objectif aussi, je dirais qu'on a une petite tache qui assombrit un peu ce tableau. C'est le fait que nous n'avons pas été en mesure de rapatrier tous nos compatriotes qui sont restés bloqués à l'étranger. Probablement que nous saurons un jour les raisons véritables, peut-être qu'il y a des raisons impérieuses qui ont empêché ça, mais c'est quand même 30 000 Marocains qui n'ont pas pu regagner leur domicile. À présent, nous allons parler d'économie. Donc, au plan économique, le Maroc, à l'instar des autres pays, a été impacté. Je pense que le ministre des Finances a parlé de 1 milliard de dirhams, un coût de 1 milliard de dirhams par jour. Et durant la période de crise, enfin d'urgence sanitaire, et un manque à gagner en matière fiscale de 500 millions de dirhams par jour. Donc, le Maroc est impacté de plein fouet. Et pratiquement toute l'activité a été arrêtée, à part quelques secteurs comme l'agroalimentaire ou la distribution, mais sinon, tout le reste a été mis à l'arrêt. Je dirais tout d'abord qu'il y a lieu de distinguer trois temps de réponse. Le temps urgent, c'est celui qui a concerné justement la période d'urgence sanitaire. Il a été marqué par la prise en charge par le Fonds spécial Covid des compensations monétaires qui ont été versées aux salariés en chômage partiel, aux personnes qui sont inscrites au RAMED, je crois que c'est autour de 8 millions, et enfin aux personnes totalement diminuées qui sont inscrites nulle part, et qu'on a pu découvrir, identifier et recenser. Il semblerait que ce soit 4,5 millions de ménages. Donc la réponse monétaire s'est faite de cette manière. D'un autre côté, il a été accordé aux entreprises de surseoir reporter le paiement d'impôts, taxes et cotisations sociales. Ça, c'est le temps urgent qui va se terminer fin juin. Le deuxième temps, c'est celui de la reprise de l'activité productive. La reprise, alors l'élément principal et qui a déjà été acté, je ne parle que des mesures les plus importantes parce qu'il y a toute une batterie de mesures qui ont été prises par le comité de veille qui a été institué après l'arrivée de la pandémie, mais je ne parle que des choses principales et disons que pour le redémarrage, un certain nombre d'entreprises ont déjà démarré. Pour leur permettre de démarrer, et donc on a mis en place des crédits garantis par l'État. Donc, et le gouvernement planche actuellement sur une loi de finances rectificative qui devrait être prête à fin juin pour être effective au mois de juillet. Je pense que c'est le timing qui est le plus logique, si elle peut être prête d'ici là. Alors, ce troisième temps, on peut le subdiviser donc en deux. La première partie, donc, c'est les dispositions qui vont figurer dans cette loi de finances rectificative. Et une autre partie qui va concerner l'année prochaine et les années suivantes, à savoir les dispositions stratégiques qui vont être prises pour assumer ce grand virage
que l'économie marocaine devra prendre à moyen et long terme, reflétant par la même occasion le nouveau paradigme ou le nouveau modèle de développement. Voilà, nous y sommes. Depuis un certain temps, une commission a été chargée justement de plancher sur le nouveau plan, au nouveau modèle de développement économique. Sans la pandémie, elle devait rendre sa copie à Sa Majesté en juin. Donc, je dirais que c'est une bonne occasion de tout revoir. Maintenant, il va falloir tout mettre à plat. La pandémie a été une rupture brutale, mais nette, entre une façon de penser et une autre façon à imaginer et à mettre en place. Moi, je ne vais dans la suite, donc pour la partie économique, je ne vais parler que du troisième temps. C'est l'avenir qui nous intéresse. Et si j'ai pris soin d'aborder la problématique de façon globale, c'est que je considère que s'offre au Maroc une occasion historique, unique, d'un amorçage non seulement économique, mais également politique, social, sociétal, autrement dit global et globalisant. N'oublions pas que l'année prochaine est une année électorale et que l'économique n'est pas indépendant du politique. Ce sont des choses qui s'impactent mutuellement. Et que par conséquent, si on veut réussir le pari économique, il faudra passer par la réussite du pari politique. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur ça plus tard. Alors, du coup, on n'est plus réduit à cantonner la politique économique à la seule loi de finances. La loi de finances, c'est le budget de l'État. La loi de finances, c'est la fiscalité, mais fiscalité qui jusqu'à présent a été principalement vue comme un instrument comptable, les recettes et les dépenses de l'État. Elle était faite dans une logique budgétaire et comptable, et non pas dans une logique économique. Or, la fiscalité n'est pas autonome. La fiscalité, ce n'est pas simplement calculer quelles recettes pour l'État, combien on a besoin, et il faut les trouver. Non, la fiscalité, c'est un instrument de politique économique au service d'une vision économique. Ce n'est pas simplement comptable. Alors, pour ce faire, quelques principes fondateurs me paraissent indispensables à respecter si l'on veut réellement profiter de cette opportunité historique. Ce sont autant des objectifs également, des principes et des objectifs. 1. La consolidation de la confiance des citoyens dans les institutions. Toutes les institutions. Parce qu'aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure de confiance dans les institutions, je parlais des institutions, alors, pour simplifier, je dirais non élues. Voilà. Maintenant, il s'agit que la confiance revienne dans toute la sphère institutionnelle, élue et non élue. C'est un préalable capital sans lequel il ne saurait y avoir d'adhésion aux décisions parfois douloureuses qu'il faudra adopter. C'est un djihad qui s'annonce. Deuxième principe, la réduction des disparités sociales et le rétrécissement des écarts de revenus, en particulier entre la rémunération du travail et celle du capital. Et la révision du mode de redistribution des richesses à travers les différents mécanismes qui sont connus et qui ne fonctionnent pas a priori pleinement. Troisième principe, l'élimination
de l'économie de rente. Ce qu'on appelle une économie de rente, c'est une économie qui repose sur la création, la production, la protection et l'exploitation de privilèges, de faveurs ou d'opportunités d'affaires à l'abri de la concurrence et de l'efficience économique. Parmi les exemples qu'on peut donner, ce sont les différentes exonérations fiscales, on appelle les dépenses fiscales, et qu'on calcule chaque année, qui dépassent les 30 milliards de dirhams, qui sont donnés sous forme d'exonération. Ces exonérations, ces dépenses fiscales, elles ont besoin d'être révisées, elles ont besoin d'être revisitées, évaluées, savoir, bon, quand on donne une exonération, est-ce qu'il y a un retour ou pas? Est-ce que ce retour, il est supérieur ou inférieur à ce qu'on a donné, au manque de recettes pour le Trésor? Quatrième principe, lutter réellement et efficacement contre la corruption sous toutes ses formes et contre la fraude et l'évasion fiscale par davantage de transparence, une digitalisation accélérée et des sanctions dissuasives. Cinquième principe, libérer les initiatives et l'esprit d'entreprendre en simplifiant, en réduisant de manière drastique les autorisations administratives et les procédures redondantes et archaïques. Il faut s'en sortir et on peut le faire. La pandémie l'a montré. La pandémie l'a montré. Sixième principe, veiller à l'instauration et au respect d'une saine concurrence et sanctionner les ententes illicites sur les prix ou sur la répartition des marchés. Septième principe, encourager et institutionnaliser le partenariat entreprise-université, c'est capital. C'est capital pour la recherche, l'innovation, la création. Il est important que s'il faut mettre l'université à un niveau, il faut la mettre. S'il faut que l'entreprise soit incitée à aller vers l'université pour collaborer et pour un partenariat fructueux, ben, il faut le faire. Huitième principe, encourager les économies vertes, l'économie solidaire et circulaire, respectueuse de l'environnement. Neuvième principe, améliorer les services publics de base de manière déterminante et surtout de manière palpable par les citoyens. C'est là où les citoyens voient leur vie changer. C'est à l'aune de la qualité des services publics, en matière de santé, justice, éducation, formation, transport public, culture, infrastructure, etc. Dixièmement, intégrer la préservation de l'environnement comme composante essentielle de toute décision stratégique. Onzième principe, encourager les jeunes à s'investir dans l'économie numérique et à monter des startups. Douzième principe, mettre en place les mécanismes et les conditions permettant de saisir rapidement les opportunités de changement de paradigme économique chez nos partenaires. Nous savons que l'Europe va relocaliser certaines parties de son industrie. Le Maroc, de par sa position géographique, peut faire partie de l'espace de relocalisation. Je parle du Maroc, mais je parle de l'Afrique du Nord, mais également avec la Chine qui cherche à se rapprocher de ses clients et donc pour ça, le Maroc est bien placé également pour accueillir des investissements chinois, donc des usines chinoises. Ce sont là juste quelques principes qui ne prétendent pas à l'exhaustivité, loin s'en faut. Et à présent, on va passer de manière concrète à quelques recommandations, propositions qui devraient imprégner les prochaines décisions en matière de politique économique et dans le respect des principes et objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Tout d'abord, dans le domaine de la fiscalité. La fiscalité, je rappelle que les assises de la fiscalité de mai 2019 devaient donner lieu à une loi cadre qui devait s'apparenter à une réforme fiscale étalée sur 5 ans. La loi cadre n'a pas vu le jour. La charte de l'investissement, la nouvelle charte d'investissement, n'a pas vu le jour. Bon, je dirais aujourd'hui, bon, ok, tant mieux.
Alors maintenant, avec la nouvelle donne issue de la pandémie, on va s'asseoir pour réfléchir, travailler sur une réforme fiscale véritable, sur la base des principes qui ont été arrêtés. C'est un travail colossal qui a été fait en préparation des assises de la fiscalité de l'année dernière, et il peut donner lieu à une véritable refonte de notre fiscalité. En attendant, on peut citer quelques pistes dans le court terme, je dirais, quelques-unes rapidement. La révision du barème de l'impôt sur le revenu pour soutenir le pouvoir d'achat. On sait que la pandémie, elle a arrêté l'offre et elle a arrêté la demande, toutes les deux. Donc, on agit au niveau de l'entreprise pour sauvegarder et développer l'offre. Il faut agir sur le pouvoir, la demande, donc sur le pouvoir d'achat. L'impôt sur le revenu, le barème doit être revu et rapidement pour, d'une part, encourager le pouvoir d'achat des classes, des classes de départ, si vous voulez, et développer une classe moyenne à travers des revenus plus corrects, je dirais, pour ne pas dire autre chose. Passer au crible les dépenses fiscales afin d'éliminer tout ce qui constitue une situation de rente, ça, le travail a été fait. Il suffit qu'il y ait la décision politique là-dessus pour que ça se traduise dans le concret. Examiner, alors là, on va parler de deux choses, de deux points qui peuvent fâcher. Bon. C'est examiner l'opportunité de taxer les successions au-delà d'un certain seuil. Nous sommes un des rares pays qui ne taxe pas les successions. Et autre point qui fâche aussi, c'est étudier l'opportunité d'imposer le patrimoine ou la fortune. Dans l'immédiat, et pour pallier la chute des recettes fiscales, parce que c'est une chute brutale, et l'État ne peut pas fonctionner sans recettes fiscales, avec notre budget, il est fait à 80% de fiscalité, de recettes fiscales. C'est décrété, comme le suggère mon confrère Simon Mdahidid, qui est un éminent fiscaliste, une prescription fiscale anticipée. Autrement dit, on va effacer la prescription, le délai de prescription pour les entreprises à condition qu'elles payent une contribution pour, disons, assainir sa situation fiscale. Et dernier point en matière de... Non, dernier point, la mise à jour des remboursements de la TVA aux exportateurs, ainsi que tout impôt ou taxe à restituer en respectant les délais légaux. Je pense que ça, c'est une revendication permanente des entreprises exportatrices. La loi accorde à l'administration 3 mois pour rembourser la TVA. Ce délai n'est jamais quasiment respecté. Et c'est l'occasion peut-être de se mettre aussi à jour. Deux autres points concernant la TVA, c'est d'adapter, en les baissant, des taux de la TVA pour les secteurs les plus concurrencés par l'informel. Parce qu'un des problèmes majeurs pour intégrer l'informel, c'est la TVA. Parce que celui qui est dans l'informel, il est d'accord pour payer un impôt sur le revenu, un forfait, pas de problème. Son problème, c'est de payer la TVA. Parce que sur chaque dirham encaissé, il a 20% à payer. Et c'est ça bloque, en tout cas, ce n'est pas la seule raison qui bloque, mais c'est une des raisons majeures qui bloque la formalisation de l'informel. Enfin, adopter une fiscalité attractive visant le renforcement des fonds propres des entreprises et l'attraction des fonds d'investissement. On a vu la fiscalité, on va passer au financement du budget. Comment financer le budget? Les recettes fiscales chutent, il y a des besoins nouveaux, il faut refaire marcher l'économie, donc comment financer le budget?
quelques recommandations. Toutes ces recommandations ne viennent pas de moi seul. Hein. Je pense que c'est ce qui circule aujourd'hui à travers la CGM, à travers un certain nombre d'interventions d'économistes, de chefs d'entreprise, etc. Donc, ça permet simplement d'en faire un peu le résumé. Alors, mobiliser l'épargne intérieure à travers divers instruments, dont les bons du Trésor, sur du long terme. Alors, comme vous le savez, dans la loi de finances pour 2020, il est prévu une amnistie pour les personnes qui détiennent des fonds non bancarisés, et à la condition qu'ils remettent ces fonds dans le circuit bancaire, moyennant une contribution, enfin, on va dire une pénalité de 5%. Pourquoi ne pas inciter ces gens à souscrire des bons du Trésor sur du long terme, sans payer de pénalité et avec un taux d'intérêt qui est prévu par les décisions de Banque Maghreb. C'est peut-être l'occasion d'éponger toute cette monnaie fiduciaire que Banque Maghreb ne cesse de dénoncer comme étant croissante, et c'est mauvais pour l'économie. Deuxième point, c'est abandonner progressivement le dogme du plafond du déficit budgétaire de 3%, dans une limite raisonnable. Il ne faut pas non plus aller vers n'importe quoi, mais d'aller dans la limite de 7-8%, sachant qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas et que les prix, notamment celui du pétrole, sont à la baisse. Je pense que l'Europe, ce problème de 3%, maintenant, il est dépassé. J'allais dire, laisser filer l'inflation, en fait, c'est simplement accepter un taux d'inflation peut-être de 3 ou 4%. On ne va pas à 10-15%, comme c'était le cas au moment où on avait des difficultés énormes. Mais tous les économistes, ou la plupart en tout cas, pensent qu'un peu d'inflation est bénéfique pour l'économie. Nous sommes depuis des années, à un taux d'inflation qui ne dépasse jamais 1,5-2%. Bon. En soi, en théorie, c'est bien, on maîtrise l'inflation, d'accord, mais sur le plan économique, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, recourir à l'emprunt extérieur sur de longues périodes. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sur le marché international sont très bas. Il faut en profiter. On est obligé de s'endetter, Donc, profiter, mais sur du très long terme, pour pouvoir supporter les intérêts qui vont en découler. Également, solliciter un moratoire pour une partie, ou du moins, de la dette extérieure actuelle. Et puis, c'est un schéma dont on a parlé, dont on parle, en fait, de temps à autre. C'est un fonds Zakat. C'est peut-être l'occasion de le mettre en place pour canaliser les dons Zakat dans ce fonds-là, un fonds structuré, et pour évidemment financer des projets sociaux, ça va de soi. Voilà pour ce qui concerne la fiscalité et la partie du financement du budget. Maintenant, en termes de politique monétaire, bon, je pense qu'on a déjà commencé à mettre en place des crédits bancaires à taux bonifiés, à la fois pour les entreprises et les particuliers, parce que c'est dans le but d'encourager l'investissement et la consommation, et notamment pour les acquisitions de logements. Le BTP est un secteur qui génère beaucoup d'activités de croissance. Prorogation du crédit d'Aman Oxygène jusqu'à la fin de l'année, ça c'est acquis, ça a été fait. Et puis un autre sujet qui parfois peut fâcher, c'est d'adapter la parité du dirham aux exigences de cette période afin de booster les exportations et de limiter les importations. À partir du moment où les taux d'intérêt sont bas, où les prix à l'international sont bas et sont orientés à la baisse, rien ne s'oppose à ce que notre monnaie soit adaptée à cette situation. La politique économique proprement dite. Quelques
propositions, quelques recommandations. Réviser radicalement les accords de libre-échange qui sont structurellement défavorables au Maroc. Structurellement. Le cas de la Turquie, c'est le plus patent, bon, mais ce n'est pas le seul. Je pense que, à ma connaissance, tous les accords de libre-échange signés par le Maroc, on a une cinquantaine, tous ne sont pas favorables au Maroc. Il y a un problème, il faut le régler. Encourager la diversification du tissu industriel pour mieux coller aux nouvelles orientations de l'économie mondiale, on a un petit peu parlé. De manière générale, accélérer l'industrialisation des pays. C'est l'industrie qui crée la valeur ajoutée. Le Maroc est un pays qui a une belle agriculture, mais qui dépend du ciel. On a 2 années de sécheresse, les paysans sont à genoux. L'industrie, elle est beaucoup plus pérenne et on doit orienter notre économie vers l'industrialisation et en particulier pour substituer la production locale aux importations et veiller à améliorer le taux d'intégration dans les métiers mondiaux du Maroc comme l'automobile et l'aéronautique. Le taux d'intégration n'est pas suffisant. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous montez une industrie automobile, si vous êtes à un taux d'intégration de 30 ou 40%, c'est trop peu. Donc, il faut aller vers au moins 60, 70, 80%. Se positionner en identifiant les opportunités post-crise pour intégrer les nouvelles chaînes de valeur qui se profilent avec l'Europe, on en a parlé, et avec la Chine. Maintenir, voire renforcer les investissements publics sur la base de la préférence nationale, mais à qualité égale, et en réservant une part, on a parlé de 20%, à la PME locale. Lancer un programme de grands travaux d'infrastructure en milieu rural orienté vers l'utilisation massive de main-d'œuvre. Ça s'est fait dans le passé, on peut le refaire. Encourager la recherche et l'innovation par tout moyen approprié. Accélérer la pénétration d'Internet sur tout le territoire et veiller à ce que le système bancaire joue véritablement son rôle au service de l'économie et de la croissance. Mise en place de mécanismes incitatifs, c'est-à-dire avec filet social, pour intégrer l'informel dans l'économie globale. Et enfin, étendre la bancarisation et démocratiser les moyens de paiement mobiles avec des mesures incitatives. Il nous reste à voir maintenant l'environnement des affaires. Parlons de l'environnement des affaires dans cette nouvelle perspective. Alors, accélérer la digitalisation de l'administration et simplifier les procédures en limitant au maximum le nombre d'autorisations. Adopter la nouvelle charge d'investissement, on en a parlé. Revoir la loi sur les délais de paiement qui condamne à mort des milliers de petites et moyennes entreprises et toutes petites entreprises chaque année et mettre en place des mécanismes efficaces pour sanctionner les mauvais payeurs. Encourager le partenariat entreprise-université, on en a parlé. Veiller à l'instauration et au respect d'une saine concurrence et sanctionner les ententes illicites, on en a parlé également. 6e point, c'est l'éducation-formation. Ça, c'est notre grande faillite, notre grand échec. Réévaluer le système éducatif dans son ensemble pour en accroître l'efficacité. Prévoir un plan de déploiement massif de tablettes avec accès à Internet auprès des enfants issus du monde rural ou des milieux défavorisés. On en a vu l'utilité durant la pandémie avec les cours à distance. Promouvoir des actions de formation à l'entrepreneuriat et de soutien aux jeunes porteurs de projets. Au plan social, améliorer de façon déterminante la qualité des services publics, substituer à la caisse de compensation un revenu universel minimum sur la base des données collectées durant la crise. Ça, je pense que cette idée a déjà plus ou moins été retenue sur le plan politique, que depuis des années qu'on essaie de trouver une solution à la caisse de compensation qui, elle, profite de manière aveugle à tous. Et à présent que nous avons cette cartographie assez précise des besoins, je pense qu'il est temps. C'est un souci d'équité au niveau national
de mettre en place un revenu universel minimum. Renforcer les ressources des associations qui font un travail formidable et qui complètent l'action de l'État sur le terrain. Donc, ce sont autant d'orientations qui gagneraient, bien entendu, à être analysées, enrichies et déclinées en propositions concrètes. Je salue à ce niveau le travail approfondi qui a été réalisé par la CGM, qui a publié un plan de relance complet, secteur par secteur, comportant des recommandations très détaillées et très intéressantes. En guise de conclusion, je dirais que ma longue introduction sur l'état du monde avait pour objectif de sensibiliser sur le fait que toute politique économique qui ne mettrait pas l'élément humain au centre de son paradigme est vouée à l'échec. L'élément humain s'entend de l'homme et de la femme. Sans une participation pleine et entière de cette dernière à l'œuvre du développement, on restera à mi-chemin des objectifs. Faire de l'être humain le centre de la stratégie économique inclut non seulement les aspects matériels, mais également les aspects de bien-être, c'est sous toutes ses formes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Barnoussi, pour cette présentation riche en informations, riche en recommandations, une vraie cartographie globale des mesures et des recommandations sur tous les plans et qui permettrait bien sûr à l'économie nationale d'aller d'avant et de sortir de ce post-Covid. Déjà, avec le panel, il y aura une grande interaction sur ce que vous avez partagé, une dizaine de questions. Donc, je vais me permettre quand même de partager avec vous les questionnements du panel et on essaiera au fur et à mesure de les répondre. Alors, merci beaucoup déjà à M. Mohamed Bedi qui a montré une grande interaction parce qu'on a vu quand même pas mal de commentaires. Alors, une première question de M. Mohamed, le coronavirus en Afrique, pourquoi la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu et pourquoi l'Afrique, à votre avis, elle résiste mieux que le reste du monde et est-ce que cela s'explique par la faible insertion dans les réseaux internationaux? C'est difficile de répondre pour l'Afrique. Je ne connais pas très bien la situation en Afrique, mais déjà, on peut s'interroger. Je suis à Tanger, nous sommes à 14 km de l'Espagne. L'Espagne a eu plus de 25 000 morts. Et nous sommes à 207 aujourd'hui. Comment expliquer ça? C'est une des énigmes, je dirais, de cette pandémie qui est arrivé de cette façon si brutale. Alors, bon, elle a démarré en Chine. On ne sait pas la réalité. Les Chinois parlent de 4-5 000 décès chez eux. Bon, est-ce la réalité ou pas? On n'en sait rien. Par contre, nous savons qu'en Europe, on est, à part l'Allemagne qui a déploré 5 000 ou 5 000 et quelques, les autres, on est plutôt de 30 000. Y compris le Royaume-Uni. Ne parlons pas des États-Unis, du Brésil. Alors pourquoi l'Afrique y compris le Maroc? Pourquoi l'Afrique a été relativement protégée? Bon, pour le Maroc, nous avons un certain nombre de réponses, parce que nous avons su immédiatement prendre des mesures draconiennes, fulgurantes, qui ont incontestablement réduit l'impact de... Mais pourquoi l'Afrique... Et même là, en Afrique, la situation elle est différente d'un pays à l'autre. La Mauritanie a été, je pense hier ou avant-hier, il y a eu une explosion de cas. Le Sénégal, c'est un peu la même chose. Mais sincèrement, je n'ai pas de réponse rationnelle pour ça. D'accord. Et si on parle point de vue économique, qu'en est-il des relations sud-sud? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de s'ouvrir plus vers cette économie Afrique-Afrique peut
peut mieux sauver la situation et que ça serait une bonne orientation que de se focaliser sur ce que l'Europe ou les États-Unis vont faire face à la pandémie chinoise? Alors, je pense que le Maroc, stratégiquement, il est inscrit dans l'orientation vers l'Afrique. Je veux dire, ça, je ne pense pas qu'on va revenir là-dessus. Bien au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, en s'industrialisant, son marché naturel, à part ses partenaires classiques et historiques, son marché, c'est l'Afrique de l'Ouest, principalement. L'Afrique de l'Ouest. Et ça ne va pas changer. Et je pense que le roi l'a rappelé durant la pandémie en lançant l'initiative africaine de lutte contre le Covid. Donc, on n'a pas oublié l'Afrique. L'Afrique est présente et le Maroc, stratégiquement sur le plan économique, il est bien sûr tourné vers le marché principal qui est l'Europe, mais il est également tourné vers l'Afrique, en espérant qu'un jour, il y aura ce marché commun, en quelque sorte, sans droit de douane, incluant le Maroc et toute l'Afrique de l'Ouest. Très bien. On a une question de Silmirsar Slimani. Alors, et vous l'avez évoqué, c'est le sujet, c'est la politique et l'impact de la politique. Pauline se demande comment réussir le pari politique qui est un passage obligatoire pour l'élaboration d'une politique économique satisfaisante. Et pourquoi on commence à encourager le retour des technocrates au gouvernement alors on parle de la politique économique et non pas de la technique économique, à votre avis? Moi, personnellement, je suis de ceux qui sont convaincus que c'est le politique qui détermine le reste, et non l'inverse. Et dans ce sens-là, comme j'ai dit qu'il y a les élections l'année prochaine, qu'il faut reprendre confiance, il faut qu'au Maroc, on réhabilite le politique. Aujourd'hui, dans l'esprit des gens, faire de la politique, c'est sale. Je parle de manière franche. C'est une réalité. Faire de la politique, c'est sale. Beaucoup de compétences en politique, pas uniquement en économie, ou en sciences, ou ceci, cela, des hommes et des femmes ont fui la politique pour un certain nombre de raisons. Il faut réhabiliter le politique. Il faut assainir le champ politique pour que les meilleurs enfants de ce pays s'insèrent dans la politique, prennent des responsabilités politiques, parce que c'est l'acheminement, ça mène vers quoi? Ça mène vers le Parlement. C'est le Parlement qui légifère. Nous avons un régime monarchique avec un Parlement, lequel Parlement, dans l'issue des élections, donne la composition du gouvernement qui gère le pays. On ne peut pas laisser ce champ vide et rester chez soi. Alors évidemment, à un moment donné, si on s'aperçoit qu'il y a un problème de compétence au niveau des élus, on va se rabattre sur des technocrates parce que il n'y a pas le choix. C'est le résultat normal de ce qui se passe. On a une demande de Madame Cheima qui dit, à votre avis, Monsieur Bornoussi, en combien de temps l'économie marocaine peut reprendre normal et continuer ce projet stratégique? Écoutez, c'est ce qui se dit, parce que quand on dit économie marocaine, il ne faut pas oublier que l'économie marocaine, c'est plusieurs choses. C'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, c'est la distribution, et c'est aussi l'industrie, le tourisme, l'hôtellerie, etc. et les services. Il y a des secteurs qui n'ont pas arrêté. Très bien, ils continuent, ils se développent. Il y a l'industrie, principalement, et le BTP qui redémarre. Là, il redémarre
avec des blessures, avec des séquelles, et elle redémarre. Et puis, il y a des secteurs qui ne peuvent pas redémarrer, comme le tourisme et l'hôtellerie. Tout de suite, ils ne peuvent pas redémarrer. Et particulièrement pour le tourisme, on dit que la situation ne reviendra à la normale qu'à la fin de l'année 2022. Elle redeviendra normale. Il est possible que ce soit fait avant. Quand je vois par exemple l'Italie ouvrir ses frontières tout de suite déjà. Quand je vois même la Tunisie, le 27 juin, va ouvrir ses frontières. L'Espagne a déjà ouvert les frontières, au niveau de certains pays européens, et l'Espagne ouvre les frontières totalement en juillet. C'est des pays touristiques, ils ont besoin d'ouvrir. Donc, je pense que nous, on suivra là, dans la foulée, avec un décalage peut-être de 1 mois ou 1 mois et demi, je ne sais pas, et on suivra. Et c'est pour ça que, pour dire, bon, toute l'économie sera à plein régime, peut-être qu'il faudra attendre 2 ans. Mais ça dépendra aussi de nous, ça dépendra de l'effort de chacun. Et ça dépendra des opportunités qui vont apparaître après la reprise post-Covid. On ne sait pas ce qui va passer par la suite, mais comme vous l'avez dit, ça dépend des secteurs et ça dépend des opportunités que l'avenir nous cache. En fait, vous avez évoqué dans votre présentation un ensemble de recommandations et des mesures que l'État avait déjà faites, principalement les programmes pour l'accompagnement des TPE, PME, etc. Et on a vu que le rôle des banques était un rôle important pour la survie de ces entreprises. Pour vous, comment vous voyez ce rôle actuellement? Quel est votre avis sur les produits qui ont été lancés, sur les taux et la loi de ce secteur? Écoutez, nous avons un système bancaire formidable. J'entends par là que nous avons un système bancaire solide, résilient, extrêmement expérimenté. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Le problème de notre secteur bancaire, que je vois moi en tant que praticien, c'est son extrême centralisation. Et cette centralisation extrême fait que, moi je parle parce que je ne suis pas à Casa. Peut-être qu'à Casa, les choses vont plus vite. Mais je peux vous dire que quand on est en dehors de Casa, toutes les décisions, même les plus infimes, sont prises au siège des banques. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que ça prend du temps. C'est que, alors que le directeur régional ou le directeur d'un secteur ou d'une grande agence, etc., connaît bien l'entreprise, etc., il est à même de décider de prendre le risque de prêter ou pas. Eh bien non, tout va au centre. Et au centre, qu'est-ce qu'on voit? On voit des documents, des chiffres. Voilà. Et ce qui fait qu'il y a un temps de réaction qui est long. Et c'est dommage parce que parfois l'entreprise elle est prise à la gorge. Il faut une réponse quasi immédiate parce que quand la fin du mois arrive, il y a des salaires à payer. Même si on peut faire attendre les fournisseurs ou ceci, cela, il y a les salaires qui arrivent. Ou bien, si on est utilisateur d'énergie, etc., il y a la facture qui arrive d'électricité ou de gaz, etc. Et ça rigole pas, on vous coupe, c'est terminé. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de souplesse au niveau de réactivité. Et de réactivité surtout parce que, en fait, je me permets d'ajouter des choses. C'est bien ce que les mesures sont lancées par la Commission. On voit même des publicités partout, mais le terrain, c'est autre chose. En connaissant pas mal d'entreprises qu'aujourd'hui, même ils ont déposé leur dossier de demande oxygène. On parle de beaucoup de mesures, mais
ils attendent encore après 2 mois, 3 mois, il n'y a pas encore de retour. Donc, ce qui fait, il y a de belles mesures, mais ce qui manque, comme vous avez dit, c'est la réactivité parce que la vie, elle tourne et bien sûr, fin du mois, c'est des charges à payer et c'est des choses à encaisser. Je vais revenir quand même à l'ensemble des questions. On a une question de Shema qui parle du secteur d'import-export qui a été très influencé négativement. Est-ce que vous pensez que seulement l'accélération de remboursement de la TVA peut régler le problème? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qui peuvent aider ce secteur à sortir de la crise? Non, bien sûr que non. Le remboursement de la TVA, il permet de soulager la trésorerie. Maintenant, tout dépend dans quel secteur d'export on se trouve. Je pense que parmi les mesures qui sont demandées par la CGM en particulier, c'est de pouvoir accompagner les entreprises de manière générale. Les accompagner, ça veut dire quoi? Il y a deux choses. D'une part, il y a même trois. Donc, d'une part, vous avez les entreprises qui ont déjà des crédits, des dettes bancaires, d'accord? Et qui ne sont plus en mesure de les rembourser dans les délais requis. Ça, il y a besoin de consolider ces crédits sur une période la plus longue possible. Deux, il y a des crédits d'investissement parce que l'entreprise a besoin d'investir pour pouvoir faire face à la demande. Donc, mettre en place l'accompagnement en termes de crédits d'investissement. Soit des crédits, soit la mise en place de mécanismes de ce qu'on appelle de haut de bilan, c'est-à-dire que soit de fonds d'investissement, soit de capital risque, etc., qui vont pendant un certain temps être dans l'entreprise, le temps que celle-ci se redresse définitivement et puis à des conditions de sortie. Et enfin, il y a les crédits d'accompagnement en termes de fonds de roulement, c'est-à-dire les crédits à court terme, qui sont donnés en fonction des besoins à court terme. Et tout ça sur la base d'une étude financière qui est présentée et sur la base évidemment de l'historique de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup pour votre retour. On a encore une question de Monsieur Abdelrahman qui lui évoque la commission spéciale sur le modèle de développement. À votre avis, est-ce qu'ils peuvent tenir l'épisode pandémie pour l'élaboration du nouveau modèle de développement surtout que j'ai vu ce matin que Sa Majesté le Roi donnait 6 mois encore pour le rapport final. Moi, je dirais que ce qui s'est passé est bien, en fait. Pourquoi? Parce que cette commission a eu le temps, pendant, on va dire, au moins 4 mois, d'écouter. Elle a écouté beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions. Elle a en fait collecté à la fois des informations, des opinions, etc., très, très importantes. Et je dirais heureusement qu'elle n'avait pas déjà rendu sa copie, parce qu'elle aurait été à refaire à cause de l'impact de la pandémie. La pandémie est arrivée et la commission va avoir un nouveau délai, c'est normal, pour voir est-ce que les conclusions auxquelles elle était en train d'arriver sur la base des données d'avant la pandémie, est-ce qu'elles sont toujours valables ou pas? Et puis, quelles sont les nouvelles données dont il faudra tenir compte pour aller de l'avant? Donc, en fait, moi, je dirais que le travail de cette commission, avec le travail des commissions qui ont travaillé sur la réforme fiscale, avec le travail du ministère du Commerce et de l'Industrie sur la charte de l'investissement, tout ça va cheminer dans un même courant qui va être la nouvelle vision de la politique économique marocaine, je dirais, pour les 5 années à venir. Donc, le timing est bon, mais il faut quand même faire vite. C'est-à-dire qu'il est impératif que
tout ça soit déblayé, tamisé, réglé au plus tard à la fin de cette année. Et on a montré que le Maroc peut être réactif sur des choses très très lourdes. On a été réactif. Alors ça, tout est prêt. Toutes les données sont là. Je veux dire, nos responsables disposent de tous les éléments. Il faut simplement prendre les décisions politiques adéquates qu'il faut, prendre choisir les mesures qui paraissent les plus efficaces et Shukran Allah. Être dans l'action, c'est ça. Être dans l'action. Ouais, être dans l'action. Alors, on a une autre question quand même qui s'ouvre sur l'environnement international. À votre avis, quelles mesures préventives menées par les institutions monétaires internationales, à votre avis? C'est-à-dire du Maroc vis-à-vis de ces institutions ou l'inverse? L'inverse, les deux. Si on peut évoquer les deux. Comment le Maroc réagit face aux ces mesures préventives et quelles sont les mesures préventives qui ont été partagées par les institutions monétaires internationales qui seront bien sûr favorables pour l'économie marocaine? Bon, moi je pense que le Maroc, il a une bonne cote au niveau des institutions monétaires et bancaires internationales. Nous sommes deux pays en Afrique qui avons un grade des sociétés comment dirais-je, qui donnent les cotations d'investissement. Nous sommes deux pays en Afrique qui avons ce grade-là. Donc c'est important. Ça veut dire que le Maroc inspire confiance. Et le Maroc, chaque fois qu'il est sorti à l'international pour emprunter, il a été servi sans aucun problème. Et maintenant, vis-à-vis, le Maroc a pris les devants pour assurer un matelas de devises en cas de besoin auprès des institutions monétaires internationales. Donc, et valeur aujourd'hui, je pense que nos réserves en devises avoisinent les 6 mois d'importation, ce qui est au-delà de la moyenne habituelle. D'accord? Donc, moi, je pense que nous sommes à ce qu'on appelle un money leg. Nous l'avons prouvé. Je pense que le Maroc n'aura aucune difficulté à être soutenu par les institutions monétaires internationales et les institutions bancaires internationales. Et le Maroc a toujours respecté ses engagements en matière de remboursement dans les délais, rubis sur ongles, etc. Donc, ce côté-là, il n'y a aucun souci. Très bien. Donc, quand même, je vais partager les commentaires qu'on reçoit au niveau de Facebook et je remercie quand même la communauté qui est en train d'interagir avec nous. Alors, une première question, en fait, on parle beaucoup du marché d'emploi. À votre avis, bien sûr, avec l'économie marocaine, est-ce que la majorité d'entreprises avec eux, surtout le secteur privé, à votre avis, le marché d'emploi, il serait plus dans une vague de recrutement pour une reprise ou c'est quasiment l'inverse? C'est une question, je dirais, moi, ma façon de voir les choses, je pense qu'il va y avoir un creux. On va passer par un creux, c'est-à-dire que il y a des secteurs qui ont été touchés de manière frontale et assez longue. Et ça va donner lieu à du chômage. C'est incontestable. Si on parle du secteur dans le domaine de la restauration, des cafés, de l'hôtellerie, etc., des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas pu survivre à 2 ou 3 mois de confinement, je pense qu'on aura une poussée du chômage, mais à mon avis, elle va se résorber assez rapidement d'ici probablement la fin de l'année. Et si nos orientations économiques sont bonnes, si les bonnes décisions sont prises, à ce moment-là, on aura une courbe ascendante du marché de l'emploi. J'en suis convaincu. Mais en attendant, moi je dirais aux jeunes
les jeunes qui sont diplômés, qui sont actuellement à la recherche d'emploi, etc., profitez de cet espace-temps où vous n'avez pas encore d'engagement professionnel pour développer vos capacités, notamment en matière de langue, en matière d'informatique, en matière de recherche sur Internet, etc., parce que ce sera toujours ça d'acquis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très démocratisé. Il y a des cours d'anglais gratuits partout. Moi, je suis un chef d'entreprise et il m'arrive aussi de recruter. Et je constate malheureusement que nos jeunes restent quand même assez pauvres en langue, en maîtrise de langue. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et c'est en même temps un conseil pour profiter le temps de vacances en quelque sorte, de vacances pas vacances, mais de non-activité. Très bien. Il faut toujours ce renforcement de capacité pour répondre aux besoins qui changent des entreprises. Maintenant, on parle beaucoup de digital, donc il y a de nouveaux métiers qui apparaissent et qu'aujourd'hui, le secteur privé peut être preneur, comme le community manager, tout ce qui est développement, sales, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a du marché, pas forcément qu'on restera sur les modes normaux de besoin, mais il faut quand même suivre et faire une veille pour avoir une visibilité et pourquoi pas ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat et créer une richesse et une valeur ajoutée. Comme vous l'avez cité, c'est l'une des recommandations, c'est l'accompagnement des jeunes à créer leur business et à créer quand même une valeur ajoutée à l'économie nationale. Si vous le permettez, je voudrais à ce propos-là rebondir sur ce que vous venez de dire pour rappeler qu'il y a des structures qui accompagnent les jeunes dans le portage, dans la création de leurs projets. En particulier le réseau Entreprendre Maroc, dont j'anime la section de Tanger et qui accueille des porteurs de projets, qui les soutient pour un soutien financier et surtout un soutien d'accompagnement par des chefs d'entreprise chevronnés qui accompagnent le lauréat porteur de projet pendant 2 ou 3 ans jusqu'à ce qu'il mette les pieds à l'étrier. Très bien. Donc, comme vous avez évoqué, il y a plusieurs structures. Le plus important, c'est avoir ce mindset entrepreneurial et rechercher et s'attirer avec l'idée pour la réussir. Voilà, alhamdoulilah, on a vu ces dernières années au Maroc qu'il y a un vrai accompagnement entrepreneurial au niveau des universités, au niveau des incubateurs, au niveau même des entreprises qu'aujourd'hui, ils lancent leur hackathon. Donc, c'est un marché que les jeunes doivent s'investir pour réussir leur business. En parlant de jeunes, en parlant d'université, on sait très bien que les politiques éducatives ont leur impact aussi sur le boost d'une politique économique. À votre avis, quelle place de la politique éducative dans le nouveau modèle de développement pour un meilleur Maroc post-crise sanitaire? Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé que l'éducation, de manière générale, je parle plus particulièrement de l'enseignement, on a raté le coche. On a raté le coche à plusieurs reprises depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de remettre à plat. C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Il y a eu la charte de l'enseignement, il y a eu beaucoup de choses. Mais notre système éducatif manque d'efficience. C'est incontestable. Or, c'est la base. C'est la base de tout. Le Marocain ou la Marocaine de demain, adulte, responsable, professionnel, etc., c'est sa formation de base qui détermine le tout. C'est son éducation à la base. C'est l'école, c'est le préscolaire
c'est le primaire qui jusqu'à l'âge de 7 ans, qui détermine la personnalité de l'individu. Tout ce qu'il apprend au primaire, c'est gravé et ça, je pense que c'est un chantier permanent et important du préscolaire jusqu'à l'université pour nous mettre à niveau. Alors, ce qui fait la différence entre le Maroc et la Corée du Sud, c'est ça. En 1960, le Maroc et la Corée du Sud étaient pareils, même niveau. Aujourd'hui, on est très loin. Ils sont partis. Ils sont partis parce qu'ils ont investi dans l'éducation. Nous, ce qui est terrible, c'est que nous consacrons un budget colossal à l'éducation, mais avec un rendement qui n'est pas à la hauteur. Donc ça c'est capital. Très bien. Je vais revenir au monde de l'entreprise et je demanderai votre avis par rapport à... dans le mode normal, on n'a vécu la fermeture de plus que 8000 entreprises chaque année. Et est-ce qu'à votre avis, il n'était pas réellement opportun de penser à des programmes pour la survie et la continuité de ces entreprises que d'accompagner les nouveaux? Alors, je dirais que ça vient d'être fait. Donc aujourd'hui, au niveau du livre 5 du Code de commerce, on a prévu des mécanismes pour que, je veux dire, celui qui dit « je suis en agonie », je suis mourant, on ne le laisse pas mourir. On met en place des mécanismes, soit des mécanismes de reprise, soit des mécanismes d'accompagnement s'il peut être sauvé. Et donc, aujourd'hui, une entreprise en cessation de paiement, elle va se mettre sous la protection du tribunal de commerce qui va examiner les différents moyens, y compris la reprise par quelqu'un d'autre, ou un partenariat avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement la mise en place de conditions de survie pour qu'elle continue de vivre. En tout cas, qu'on lui donne la chance de continuer de vivre. Ça, c'est extrêmement important parce que très souvent, on se focalise sur la création d'emplois et on oublie qu'il y a aussi la destruction d'emplois. Destruction d'emplois parce que des petites, des moyennes entreprises meurent chaque année. Et quand une entreprise meurt, ses salariés, ils se retrouvent au chômage, évidemment. D'accord ? Donc ça, c'est un élément capital. L'emploi, il faut le prendre par les deux bouts. Créer de nouveaux emplois, éviter que les emplois existants ne disparaissent. Très bien. Et c'est des mesures qui peuvent sauver les entreprises. Le plus important, c'est communiquer dessus et que les entrepreneurs aient une visibilité sur le process, sur la procédure à suivre pour sauver leur business. En parlant aussi on a vu récemment le fameux call to action de la consommation marocaine, etc., consommant marocain, le made in Morocco, etc. On a une question qui nous vient de Facebook. Concernant cette préférence nationale, est-ce qu'il ne serait pas plus rationnel d'exiger l'utilisation des produits made in Morocco plutôt que de faire appel à des entreprises marocaines qui importent sans aucune fin? Ça, c'est une question... moi, je n'en ai pas parlé dans mon exposé parce que elle peut être en contradiction avec le fait de dire il faut arrêter l'économie de rente. Parce que si on exige des Marocains qu'ils consomment des produits par une entreprise marocaine obligatoirement, probablement que cette entreprise marocaine fera n'importe quelle qualité parce qu'elle sait que ces produits seront vendus. La concurrence, il a été démontré que la concurrence était toujours, le plus souvent, productrice de qualité et de prix juste. Maintenant,
Si vous me dites, pour un produit donné, il y a une flopée d'entreprises qui le fabriquent. Et donc, il y a une concurrence interne au Maroc qui garantit que la qualité sera là. Ah, je dirais oui. Je dirais oui. Mais c'est beau, c'est plus faire appel à un certain patriotisme, je dirais, économique, que d'aller vers forcer les gens à ceci ou cela. Ça d'une part. D'autre part, quand j'ai parlé de l'adaptation de la valeur du dirham, du taux de change du dirham, c'est aussi un moyen de limiter les importations et de promouvoir le produit national, mais à condition qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, ben on ne le fait pas. Mais c'est un moyen détourné pour encourager la production nationale. Mais l'exigence de qualité doit être là. Il ne faut pas que le consommateur soit lésé. Voilà, ça c'est important. C'est un client qui doit être satisfait par rapport à une exigence donnée et une offre donnée. Voilà. Et qu'il en a pour son argent. Voilà. Quand on paye, on doit être satisfait. Ça ne dépendra pas de notre nationalité ni quoi que ce soit. Voilà. Dernière question, parce que là, c'est l'échange. Réellement, on a plusieurs questions au niveau de Facebook et au niveau de Zoom. Et le temps réellement est très serré. Je prendrai une dernière question. Et là, c'est une question radicale, importante pour toute entreprise. C'est le paiement. À votre avis, comment réduire le déficit chronique de la balance des paiements? Bon, alors le déficit de la balance des paiements au Maroc, il provient du déficit de la balance commerciale. D'accord? Donc c'est la balance commerciale qui est structurellement déficitaire. Avant la crise, avant la crise, le Maroc, enfin les exportations représentaient, bon an, mal an, entre 55 et 60% des exportations. Les exportations représentaient entre 55 et 60% des importations. Donc, automatiquement, il y a un gap qui est en devise et qui fait que notre balance commerciale est structurellement déficitaire, elle a toujours été déficitaire. C'est pour ça que quand on parle de substitution des importations par la production locale, je pense qu'un pays comme la Turquie, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché à tout produire. Bon, c'est vrai que leur marché est plus important que le nôtre. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes 35 ou 36 millions, mais nous n'avons pas le pouvoir d'achat de 35 ou 36 millions turcs ou d'un pays européen. Donc, c'est toujours ce chaquissement-là que, d'ailleurs, on a vu aujourd'hui, certains disent il faut reporter l'augmentation du SMIC qui est prévue en juillet. Juillet. Moi, je dis non. Non. Non, la pandémie, c'est l'occasion de corriger des inégalités. On ne va pas aller au plus petit pour leur dire ben non, votre augmentation de 5% de SMIC, on parle de l'augmentation de 5% du SMIC. C'est très peu. Et on va leur dire non, ça, vous laissez tomber. Non, on a besoin, le pouvoir d'achat, il se traduit après par de la TVA, il se traduit après par des bénéfices aux entreprises, lesquelles payent après des impôts là-dessus et se développent. Donc le pouvoir d'achat, c'est une question centrale dans notre réflexion. Et c'est pour ça, quand j'ai parlé de l'impôt sur le revenu, le réaménagement du barème de l'impôt sur le revenu, c'est d'augmenter la tranche exonérée, l'augmenter. Et augmenter aussi les tranches intermédiaires pour que la classe moyenne puisse consommer.
Les entreprises ne peuvent survivre, la pandémie l'a montré, que si notre marché intérieur se développe de façon importante. Et il ne peut se développer de façon importante que si on a une bonne offre, qualité et prix, et si on a un pouvoir d'achat en parallèle. Très bien, effectivement. Sur ce, entre-temps, je remercie réellement toutes les personnes qui nous ont suivis. Je demanderai aux personnes qui nous suivent au niveau de Zoom, s'il vous plaît, n'hésitez pas à renseigner le sondage parce que c'est à travers vos retours qu'on améliore davantage nos prestations. C'est un dernier mot à toute la communauté qui nous suit. Ben, Un dernier conseil. Bon, écoutez, moi je pense que il faut, dans ce travail que nous tous allons mener, il faut que tout le monde s'implique. Il faut que tout le monde s'implique. Je pense qu'on a fait preuve d'une énorme et belle solidarité durant la pandémie. Il faut qu'on continue sur ce chemin-là et que chacun puisse apporter sa brique à ce mur de progrès que nous voulons bâtir tous ensemble pour le bien-être de notre population et de notre pays. Et moi, je pense qu'il faut, surtout, je m'adresse aux jeunes, hein, qu'il faut persévérer, qu'il faut compléter sa formation. Si elle n'est pas complète, il faut la compléter. Aujourd'hui, il y a les moyens de compléter la formation. Nous sommes restés confinés pendant plus de 70 jours. Je pense que jamais Internet n'a été aussi sollicité durant cette période. Donc, continuez et orientez-vous vers la création de projets. C'est l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Abdeltef, pour ce partage. On était dans le partage et on aimerait bien avoir toutes ces mesures dans une publication qu'on peut partager par la suite avec notre communauté. Voilà, donc merci à tout le monde qui nous a suivis pendant la journée et restez connectés parce que ce n'est pas la fin des webinaires de la journée des clubs des dirigeants. Les webinaires continuent à 18h. À titre de rappel, nous aurons un webinaire autour de l'écosystème de la finance participative face au Covid, comment transformer les menaces en opportunités. Restez connectés. Je remercie tout le monde qui nous a suivis. Je remercie nos experts et l'équipe organisatrice et surtout M. Driss pour l'effort qu'il n'hésite pas à fournir pour la réussite des webinaires. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci, au revoir.